Avec nous ce matin en direct Bonjour. sur Europe 1. Et je vous dis doublement merci car votre nuit a dû être courte. La loi bioéthique a été votée à 4h moins 20 cette nuit. Écoutez. On entendait les applaudissements. Donc, vous avez... Oui, je vous confirme en tout cas que nous avons applaudi au vote de la loi, voilà. Et en particulier au vote de l'article 1er, oui. Puisque c'est celui qui consacre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Oui, le donc combat ça valait bien une courte nuit. Je vois. Le combat a encore été rude cette nuit dans l'hémicycle et puis depuis 5 jours. Est-ce que vous êtes soulagée ce matin ? Déjà, je suis heureuse, fière qu'on ait pu, avec mon groupe, tenir un engagement très important. C'était un engagement de campagne présidentielle. D'autres avant nous l'avaient fait, cet engagement, mais ils l'avaient pas tenu. Après, vous savez, on était sur un texte qu'on examine depuis 1 an, déjà, parce que c'est les allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat. Et on est sur un texte qui est très particulier en vérité, parce que vous n'avez pas un camp contre un autre, vous n'avez pas ceux qui ont raison, ceux qui ont tort, ceux qui seraient les réacs d'un côté, les progressistes de l'autre. C'est beaucoup plus complexe que ça, les frontières, elles sont beaucoup plus floues sur un certain nombre de sujets, et c'est probablement le texte depuis le début du mandat où on a eu la plus grande qualité d'écoute entre les parlementaires, où des lignes ont pu bouger grâce au débat parlementaire, et je crois qu'on a réussi aussi ce débat parce qu'on n'a pas fracturé la société. On nous prédisait que la société allait être sans dessus dessous. C'est pas vrai. Je crois que la société, elle était prête à avoir ce débat et prête aussi à ce que la PMA pour toutes soit adoptée. Justement, 60 voix pour, 37 voix contre. Vous comprenez ceux qui disent qu'une loi si emblématique et votée par si peu de députés, c'est pas normal? Alors, il y avait en effet 20% des parlementaires, un peu moins de 20% des parlementaires qui étaient présents. C'était une deuxième lecture. On a voté à presque 4 heures du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Vous savez, je comprends parce qu'on a régulièrement cette question-là qui nous est posée quand on voit parfois certaines lois. Vous n'étiez que 90, vous n'étiez que 100, etc. Sur ce texte, c'est 150 heures de débat que nous avons eu qui ne se voit pas, voyez, par rapport à... Et oui, c'est la frustration qu'on a. C'est la frustration qu'on a en tant que parlementaire, parce que je peux vous dire que moi, j'en ai pas loupé une minute de ces débats, et on a été très nombreux à pas en louper une minute en vérité. Et après, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on a des parlementaires qui aussi sont au travail sur d'autres choses, qui sont pour certains, c'est vrai, non pas à l'Assemblée nationale, mais qui sont sur leur territoire. Enfin, on est aussi le 31 juillet. On est le 31 juillet, mais je vous assure que la plupart des collègues n'étaient pas en congé. Ils étaient aussi parfois tout simplement dans leur circonscription. Donc, on a régulièrement ce débat. Si on s'en tient uniquement à combien étiez-vous pour voter, en effet, on réduit quand même beaucoup le travail parlementaire. On va reparler et on oublie tout ce qu'on a fait en amont. On va reparler du fond, justement. Vous l'avez dit, la PMA pour les femmes en couple et les femmes célibataires, remboursée par la Sécurité sociale, a bien été votée. La congélation des ovocytes aussi, mais le gouvernement a encore été débordé. D'abord sur l'accès aux origines. On a appris ce matin que les enfants nés de dons de sperme pourront avoir accès à l'identité de leur donneur, y compris ceux nés avant le vote de cette loi. C'est compliqué pour les donneurs à qui on a garanti l'anonymat. Vous le regrettez, vous, ce vote ? Très honnêtement, à la fois, je comprends que celles et ceux qui sont nés grâce à un don aient un besoin impérieux de comprendre grâce à qui ils sont là. Parce qu'on a aussi entendu les témoignages de celles et ceux qui en sont nés et qui me disent il me manque quelque chose dans mon récit. Il y a quelque chose que je ne saisis pas. Mais le donneur, celui qui a donné il y a 20 ans, 30 ans. Mais évidemment, l'idée, c'est pas de venir heurter la vie familiale de ceux qui ont donné et la parole aussi que l'État leur a donnée en leur disant voilà, vous donnez, mais ce sera anonyme et personne ne saura. C'est vous, si vous voulez le dire, vous pouvez. Aujourd'hui, quelqu'un qui a donné il y a longtemps, s'il souhaite se signaler, s'il souhaite dire écoutez, j'ai changé d'avis, je suis prêt à dire que j'ai fait un don, il peut le faire. D'accord. Je pense qu'on aura à nouveau ce débat parce que le travail parlementaire s'arrête pas. C'est ça, non, c'est pas on a une deuxième lecture, mais je pense qu'on ne se mettra pas d'accord avec le Sénat, puisque le Sénat n'est pas tout à fait favorable à l'ouverture de la PMA pour toutes et encore moins à son remboursement. Donc on aura une troisième lecture et je pense que du coup, ce débat-là, on l'aura à nouveau. Et puis j'ai encore une question qui a été un des points sensibles de cette discussion. Est-ce qu'il n'est pas un peu hypocrite de refuser la reconnaissance automatique des enfants nés par GPA à l'étranger, alors que la Cour de cassation, dans sa jurisprudence, l'autorise systématiquement depuis des mois ? On veut pas qu'il y ait une retranscription automatique pour une raison très claire, c'est que au-delà du point de vue qu'on a pour ou contre la GPA, et je le rappelle, nous sommes contre et rien dans la loi ne vient changer cela,
Vous avez certains pays où vous avez des GPA qui sont extrêmement encadrés, par exemple aux États-Unis, au Canada. Par contre, vous avez d'autres pays où les GPA ne le sont absolument pas, voire où vous avez le risque en fait qu'un enfant qui reviendrait, en fait, n'ait pas du tout été conçu par GPA. Si vous n'avez qu'à retranscrire automatiquement un acte, vous avez le risque. Oui, mais la Cour de cassation l'autorise à chaque fois. Non, mais la grande différence, c'est que vous avez un recours au juge. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quand même un juge qui va venir apprécier est-ce que l'acte est frauduleux ou est-ce qu'il est véridique. On ne peut pas prendre le risque, on parle de vie humaine, on parle d'enfants, on parle de la manière avec laquelle ils ont été conçus, ils sont venus au monde. On ne peut pas prendre le risque qu'une GPA faite aux États-Unis et au Canada soit mise sur le même plan qu'un risque, encore une fois, de fraude et donc de trafic d'enfants qui auraient pu exister. Malheureusement, on a eu des exemples où on a vu des enfants qui ont été retirés à leur famille dans certains pays pour venir être adoptés. On ne peut pas prendre le risque. Donc, mais le débat n'est peut-être pas clos. Je voulais juste terminer sur cette loi bioéthique. Ça fait depuis un an, on le sait, le débat à court. Aujourd'hui, on sait que ça va pas passer devant le Sénat avant le début de l'année 2021. Quand est-ce que les femmes vont enfin pouvoir avoir droit à cette PMA? Écoutez, je l'espère le plus vite possible et ça répond aussi votre question à une des critiques qui était mais pourquoi est-ce que vous passez comme cela fin du mois de juillet? Justement parce qu'on a des milliers de femmes qui attendent. Parce qu'on a des femmes qui attendent de pouvoir fonder leur famille, soit en couple de femmes, soit femmes seules et qui ont pris cette décision qui est lourde. Le plus vite possible, c'est quoi? C'est premier semestre 2021? Moi, j'espère au plus tard à l'été 2021, parce qu'encore une fois, le processus parlementaire est long, mais c'est aussi important parce qu'on est sur un texte qui contient évidemment la PMA pour toutes, mais il n'y a pas que la PMA pour toutes et on a besoin de ce temps de travail parlementaire. Je peux comprendre la frustration. Moi aussi, j'aimerais qu'on aille vite, j'aimerais qu'on aille plus vite parce que je pense à celles qui attendent et qui, pour certaines d'entre elles, n'ont plus le temps d'attendre parce que tout simplement, la biologie fait que si vous avez 39 ans, 40 ans, vous vous dites que vous risquez de ne pas pouvoir y avoir accès. Dites-moi, oui, je voulais vous interroger. Vous êtes députée des Yvelines, Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche. On vous attendait au gouvernement Castex, maintenant vous n'y êtes pas. Les journaux racontent même que vous en avez pleuré de déception. Alors, mais c'est peut-être que partie remise, Aurore Berger. Alors, les journaux racontent ce qu'ils veulent raconter. Malheureusement, parfois, vous avez des confidentiels qui essayent, je sais pas, Vous démentez alors, vous n'avez pas pleuré. Non mais écoutez, déjà je pense que cette question en vérité, elle intéresse personne à part peut-être ma famille et mes parents. Je pense que tout le monde s'en fiche de savoir si je suis rentrée, pas rentrée, pourquoi, etc. C'est pas le sujet. Alors, moi, ce que je sais, c'est que grâce à ça, j'ai passé toute ma semaine sur le projet de loi de bioéthique. Je comprends. Mais alors moi, j'ai un lot de consolation pour vous. Est-ce que le poste de président du groupe En Marche à l'Assemblée pourrait justement vous consoler? Deux hommes se sont déjà portés candidats, François de Rugy et Christophe Castaner, hier. Alors, c'est le temps de sortir du bois. Est-ce que vous êtes candidate à ce poste, Aurore Berger? Alors, vous savez, la présidence du groupe parlementaire, c'est pas un lot de consolation. Présidence du groupe parlementaire, c'est une charge qui est importante. C'est embarquer près de 300 de nos collègues dans un vrai projet politique commun et partagé et qu'on va travailler ensemble. Donc, c'est tout sauf un lot de consolation. Mais vous savez, ça s'appelle une campagne interne. Et la campagne interne, elle se fait pas dans les médias. Donc, moi, je répondrai à aucune question sur ce sujet-là. Ça veut dire qu'on peut pas savoir si le poste vous intéresse, si vous aimeriez présider ce groupe. On a parlé quand même que ce soit une femme plutôt qu'un homme. Ah mais écoutez, peut-être que le temps des femmes est venu, mais ça c'est mes collègues qui en décideront et c'est pas vous qui pourrez voter de toute façon. Donc cette question-là, encore une fois, elle doit se trancher en interne. On peut pas continuer à ne parler que de nous dans les médias, ça n'intéresse personne. Donc à un moment, je préfère parler de loi de bioéthique plutôt que de parler de campagne interne avec vous. Je comprends. Le vote c'est le 10 septembre, je crois. Aurore Berger, pensez-vous que la position de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur au gouvernement, chahuté systématiquement par les féministes car il est poursuivi pour viol, est encore longtemps tenable? On a un ministre de l'Intérieur qui a été à plusieurs fois, d'ailleurs, parce que cette instruction, elle ne date pas d'hier, où on a vu qu'il y avait eu plusieurs non-lieux. On a une nouvelle instruction en cours qui n'est pas sur le fond de l'affaire, mais qui est uniquement sur des éléments de procédure, ce qui n'a rien à voir. Et on a un homme, qu'il soit ministre de l'Intérieur ou pas,
qui est présumé innocent. Si maintenant on passe à une présomption de culpabilité, alors je pense que chaque homme, chaque femme de ce pays doit s'interroger sur le risque qu'il encourrait dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, s'il suffisait d'une plainte et d'une mise en examen potentielle pour voir sa carrière être détruite et être jetée en pâture. Et je pense pas que ce soit ça qui aide tout simplement la cause des femmes. On a une injonction qui est parfois assez contradictoire, qui est comment on fait pour accueillir la parole des femmes, pour aider à la libération de la parole des femmes, on en a beaucoup parlé ces dernières années, tout en même temps respecter la présomption d'innocence. C'est une ligne de crête qui est extrêmement fragile, mais si jamais on ne la tient pas, si jamais on renonce à la présomption d'innocence, alors on rentre dans un mode de fonctionnement, honnêtement, qui me fait peur pour mon pays, et je ne crois pas qu'à la fin, ce seront les femmes qui seront gagnantes. Mais sans renoncer à la présomption d'innocence ou même à la posture morale, est-ce que c'est pas une imprudence politique d'avoir nommé Gérald Darmanin à ce poste, puisque ça le fragilise lui, et puis ça peut coûter cher au gouvernement? Est-ce que c'est pas une erreur politique? En vérité, vous voyez bien quand même que celles et ceux qui viennent manifester, une poignée en fonction des déplacements, ce ne sont pas juste des gens qui sont engagés dans la cause féministe, ce sont des opposants politiques. C'est-à-dire qu'il y a une tentative, il y a quand même surtout des opposants politiques, clairement, qui sont membres d'autres partis politiques, d'autres formations ou autres, qui viennent et qui le relayent de manière extrêmement active, systématiquement sur les réseaux sociaux. Donc, à un moment, est-ce que c'est ça qui doit justifier qu'une personne soit nommée ou ne soit pas nommée, soit démissionnée ou soit confirmée? Je pense pas que la vie démocratique puisse fonctionner comme ça. Ou alors, encore une fois, la moindre plainte contre un membre du gouvernement entraînerait sa démission. La moindre, et chacun doit s'interroger. On parle là de membres du gouvernement, mais est-ce que demain ça va concerner, je sais pas, des magistrats, des avocats, des journalistes, ou tout simplement quiconque dans sa vie en tant que citoyen. Donc moi, je pense que ça, c'est une ligne rouge qu'on ne doit pas pouvoir franchir, et j'espère qu'elle ne sera pas franchie. Là encore, on verra si le ministre de l'Intérieur passe l'été. Donc merci beaucoup Aurore Bergé, peut-être candidate interne à la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Merci encore d'avoir été avec nous, malgré votre petite nuit, d'avoir répondu à notre question sur Europe 1. Bonne journée à vous, reposez-vous bien. C'est gentil, merci. Toutes les interviews de